Donc, je m'appelle Jean-Sébastien, je suis co-animateur du podcast Fondrant. Fondrant, il y en a parmi vous qui ne savent pas c'est quoi, c'est un balado. Nos sujets principaux, ben, c'est l'agriculture, évidemment. Aujourd'hui, on a été mandaté, ben là, pour cette discussion-là, je suis seul, mais sinon, Fondrant, on a été mandaté pour venir animer des panels de discussion. Je suis nerveux, mais je suis content d'être là. C'est vraiment apprécié que l'organisation du salon nous a approchés pour ça. Aujourd'hui, le sujet avec nos deux invités, ça va être l'innovation. C'est un sujet super intéressant. On sait le progrès en innovation dans le monde agricole, ça a permis aujourd'hui d'atteindre des niveaux de production quand même assez incroyables, qui a permis aussi de sortir, d'aider des fermes à devenir plus productifs et à devenir rentables, tout en améliorant la santé, la longévité, la productivité des bêtes aussi. Puis tu sais, ces avancées-là, ils se contentent pas d'augmenter les rendements, mais ils permettent également d'adopter des pratiques qui assurent la pérennité aux entreprises, comme j'ai dit. C'est vraiment crucial, puis je pense qu'on l'a découvert aussi plusieurs pendant la pandémie, quand il y a eu de l'inflation qui a monté en fou. Il y a plusieurs qui ont dit, OK, bon là, faut s'asseoir, puis là, faut commencer à compter vraiment là pour se réussir à sortir de la tête de l'eau, parce que la flambée des prix de toutes les machineries, les intrants, tous les produits qu'on a besoin pour les vaches, les poulets, les porcs. À un moment donné, je pense que pendant la pandémie, il y a une mentalité qui s'est changée. Au-delà des chiffres des performances, évidemment, l'innovation a permis aussi de répondre au bien-être, l'enjeu du bien-être animal, de sécurité alimentaire, d'adaptabilité face au changement climatique. Mais ça ne s'agit pas non plus de produire plus, mais de produire mieux pour les producteurs, pour les consommateurs, puis évidemment pour l'environnement. Les changements climatiques, c'est un enjeu qu'on le subit en ce moment. C'est plus quelque chose qu'on parlait que dans le futur on va en arracher. On le voit là. Aujourd'hui, on le voit les changements climatiques. On a les conséquences de ça. Donc, faut s'assurer de bien produire puis d'être prêt à subir ces événements-là pour au moins les absorber du mieux qu'on peut. Fait que merci à vous d'être présents aujourd'hui. C'est évidemment c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. C'est pour ça que nos invités aujourd'hui ont accepté d'être là. C'est pour parler d'innovation puis de donner une expertise puis vous faire penser à comment vous pourrez améliorer votre production. Fait que on va plonger dans le sujet avec eux autres de l'innovation afin de découvrir des pratiques novatrices, d'échanger sur les défis et l'opportunité qui façonnent l'avenir, entre autres des productions laitières et avicoles. Donc, pour en discuter, voici Steve Comtois de la ferme Comstar et Pierre-Luc Leblanc du groupe Aquino. Salut. Bonjour. Par en haut. Okay. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Yes. Ça fait plaisir. Hey, pour commencer à tour de rôle, si vous voulez vous présenter puis décrire votre entreprise, votre production, ce que c'est. Pierre-Luc, si tu veux commencer. Ben ouais, merci beaucoup. Dans le fond, moi, ça fait 25 ans que j'étais en production, mais je suis de la deuxième génération. Même mes grands-parents avaient des fermes. Mais dans le fond, mes parents, ils ont reparti sur une autre ferme. Puis dans mon tour, j'ai reparti de mon côté avec l'aide de mes parents, bien sûr. OK. Mais, tout le temps été dans l'avicole ou? Non, définitivement pas. Laitier, mettons les générations précédentes. OK. Le move agricole s'est fait un petit peu avant mon époque. J'avais 14 ans. C'est par la ferme de mon frère qui a débuté là-dedans. Je suis tombé en amour avec la production avicole. Donc après mes études à l'ITA, gestion d'exploitation d'entreprises agricoles, ben là, j'ai commencé à vraiment me plonger dans l'agriculture, puis me passionner, là, surtout dans l'aviculture, mais avec les années, on a extensionné un peu notre schéma d'entreprise. Fait qu'on est content du parcours. Fait que le profil de l'entreprise aujourd'hui, c'est quoi? À quoi ça ressemble? Ben, aujourd'hui, on a commencé en 2000 avec 3 bâtisses en production. On est rendu à 21 bâtisses en production, tant dans le poulet, dans le dindon que dans la production d'œufs d'incubation. Donc, on fait notre production au complet. Mon père et ma mère ont encore gardé leur ferme de grande culture. Donc, j'ai la chance de bénéficier des grains pour la production, les œufs pour faire nos poussins,
Et dans des 2 dernières années, on a acquis une petite abattoir pour qu'on a commencé à faire notre propre mise en marché. Okay. Donc, on devient intégré de A à Z là, par la production de volaille. C'est bon, ça. C'est parfait, ça. De A à Z, carrément. Ouais, c'est vrai, vous produisez votre grain jusqu'à la transformation. La transformation se fait à petite échelle encore. On a des ambitions de l'agrandir de période en période. Okay. Donc, on espère, là, sur un horizon de 5 à 6 ans, y arriver à une commercialisation à 100% de nos produits. Okay. Je sais, t'as été impliqué dans les éleveurs de volaille. Les éleveurs de volaille du Québec, excuse. Oui. À la présidence, t'as été le plus jeune président des éleveurs de volaille. Oui. Un parcours de combien d'années à peu près? 11 ans. 11 ans comme président. C'est une super de belle aventure que j'ai vécue. Ouais, les connaissances que ça l'apporte. C'est beaucoup de temps. Je donnais 4 jours par semaine à titre de président pour les éleveurs. Mais c'est un parcours enrichissant d'avoir la chance de pouvoir les défendre. On défend nos intérêts nous-mêmes, mais on défend surtout les intérêts. Là, on était dans la volaille, on est autour de 800 éleveurs. Donc, d'avoir la chance d'avoir une vision qui est plus sociale, je vous dirais. Quand on est personnel, c'est une vision capitaliste. On veut croître notre entreprise, on veut prendre plus de marché, mais de défendre l'intérêt des producteurs fait en sorte qu'on devient avec une vision plus socialiste. Fait que c'est venu balancer mon côté, je dirais, gestionnaire et humain. Okay, ouais. Donc, j'ai appris beaucoup de cette aventure-là de défendre l'intérêt commun. Puis aussi, on se rend compte qu'à travailler en équipe avec des bonnes personnes, bien entourées, ben, on se rend compte qu'on progresse plus vite qu'individuel. Oui. Fait que j'étais jeune. Puis quand t'es jeune, il y a plein de jeunes dans la salle, j'en ai vu plein tantôt, puis là, je sais qu'on a l'intérêt, on a la fougue, on veut tout que t'ailles vite, puis on a l'impression d'être le roi du monde. En vieillissant, puis en s'entourant, tu te rends compte que plusieurs idées font en sorte qu'on devient un bien meilleur gestionnaire puis une bien meilleure personne. Fait que c'est l'expérience que je retiens des éleveurs de volaille du Québec. Ah, c'est super long, c'est une très belle expérience, là. Steve, si tu veux te présenter, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Steve Comtois, Femme comme Star. Je suis la 2e génération sur la ferme aussi. Mon père a commencé en 76 avec 10 vaches croisées puis a monté son troupeau. Aujourd'hui, on est rendu une entreprise de 770 kilos de coton. On a principalement dans la vache laitière ainsi que la vache de génétique et taureau génétique. Mon parcours, ben, j'ai toujours été à la ferme. Je peux pas vraiment dire où ça a commencé. Ça a toujours été là. J'ai toujours travaillé à la ferme. Après mes 3 ans d'études à l'ITA, à la Pocatière, j'ai continué encore sur la ferme familiale. Puis tranquillement, pas vite, à force de m'investir autant en tant qu'employé, parce qu'on a toujours eu beaucoup d'employés. Fait qu'au début, j'étais employé à la ferme. Tranquillement, j'ai pris des responsabilités. Puis aujourd'hui, je suis rendu gestionnaire d'entreprise avec mon beau-frère puis ma sœur. OK. Fait combien d'années à peu près? T'es rendu gestionnaire? On est rentré en 2014, fait que ça va faire 10 ans l'an passé, puis on n'a pas fêté ça. Vous avez pas fêté encore? Une année de plus à rattraper. On n'a pas le temps, on a l'ouvrage. Hey, évidemment, j'en ai parlé. On va parler d'innovation avec vous deux. C'est sûr que la technologie, c'est quoi qui s'implante de plus en plus, puis ça fait déjà quelques années que la technologie est de plus en plus présente dans les entreprises agricoles. Mais chacun d'entre vous, quelle technologie vous avez mis en place qui a été vraiment qui vous a facilité la gestion de votre production? Puis Luc, si tu veux commencer. Dans volaille, ça allait évoluer là les premières années. Quand j'étais à la ferme, j'avais une ferme à peu près une 20aine de kilomètres de la maison. À cette époque-là, c'était quand même inhabituel d'avoir une ferme puis pas la maison pour habiter. Donc, c'était une ferme de dindons. Que mes parents m'avaient vendu, puis je me rappelle la contrôle de la ventilation. C'était vraiment là, un yo-yo relié à chaque fan. Puis là, aujourd'hui, avec le temps, on était capable de se doter de contrôle informatique. C'est la plus grosse innovation dans la volaille, selon moi, pour s'assurer du confort des oiseaux, du bien-être animal. Donc, à une certaine époque, tu commences de 20 ans, je pouvais me présenter ça à la ferme, je pouvais faire y aller 3-4 fois par jour pour m'assurer que ma ventilation, mon air, fait que m'assurer que les oiseaux aient de l'eau, de la moulée et une bonne air. C'était mes 3 points principaux. Mais aujourd'hui, je peux tout vérifier ça, avoir des rapports qui se font automatiquement. Puis je peux même les vérifier de mon bureau, de mon cellulaire. Donc, d'avoir, aussitôt qu'on sort de ces targets visés-là, des objectifs de confort qu'on veut donner, on reçoit une alerte ou on est entouré. Donc, c'est vraiment une révolution terrible là, dans mon parcours. Là. Je me sens un peu comme
quand que les personnes âgées ont vu la télévision arriver, ben pour moi, le contrôleur informatique, c'est la même chose que la télévision qui est arrivée. Ça a changé du Pagette. Ça a changé de la production de A à Z. Ouais. Steve, un élément technologique qui a facilité votre production? On a toujours été à l'affût à la ferme des nouveaux éléments technologiques. C'est sûr que dans les années passées, on a commencé à rentrer DG29 il y a plusieurs années, il y a quasiment une vingtaine d'années de ça. Prise de sang qui donnait la gestation des vaches directement dans le sang, ou d'avoir le vétérinaire qui vient directement. Autant que côté alimentaire, qu'on a rentré les suppléments là, de chez GFO, le 2114 qu'on appelle un supplément alimentaire qui permet aux vaches de délivrer la délivrance placentaire ainsi que d'aider beaucoup l'autonomie. Puis c'est surtout que dans les dernières années, on a rentré dans la robotique. Quand on a décidé de rentrer dans la robotique, chez nous, c'était pas évident. On tirait à 3 places. On tirait 150 vaches attachées au site principal. Sur le même site, vous en avait 250 dans un petit freestyle qu'on tirait avec un step parlor qui appelle 8 vaches à la fois. 250 vaches, 8 à la fois. Ça prenait 4h30 de temps. Tirer vaches-là. Puis sur un troisième site, on avait 100 places attachées. J'avais 120 kilos à faire là. Fait qu'on faisait un swing shift de 40 vaches pour venir à bout. Parce qu'on envoyait toutes mes vaches gestantes là-bas parce qu'on faisait juste tirer des vaches là, que ça c'est le plus simple possible. Fait qu'on travaillait énormément. Puis on avait beaucoup d'employés. La gestion de la main-d'œuvre, c'était l'enfer. On avait une liste. Toi, aujourd'hui, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. On avait 14 Guatémaltèques à l'époque, plus les employés pour aider à faire l'ouvrage. Fait que si à l'air espagnol. Puis quand on est venu, quand on s'est dit maintenant on va faire un move, les enfants étaient intégrés et tout, c'est pour ça qu'on grossissait le quota tout le temps. On s'en allait vraiment vers la salle de traite, nous autres, le rotatif, c'est ça qu'on gardait mon beau-frère, parce qu'on avait déjà une salle de traite très, très désuète, qu'on a encore d'ailleurs. Mais il restait que on regardait vraiment pour ça. Puis un matin, on s'est levé, puis un Guatémaltèque qui s'était sauvé. On dit bon. Ça arrive des fois. C'est en novembre, ça. Puis une journée, on charriait le grain, puis il neigeait, puis on se dépêchait de finir le grain. Je charriais du grain toute la nuit au centre de grain. Puis à 4 heures du matin, je finis mon dernier voyage, j'arrive pour aller me coucher. Mon gouette, il sort de l'étable, les deux bras en l'air. Je suis tout seul. De quoi, t'es tout seul? Et les autres sont partis. Hein? Elle rentre dans la salle, il y a 2 autres gouettes qui étaient supposés rentrer pour le temps avec lui, qui étaient partis et tout. Fait que j'ai changé mes bottines, j'étais allé tirer les vaches, j'ai fait une sieste, à 10 heures, on s'est réunis au bureau. On a pris une décision comment on va gérer le temps des fêtes avec 3 gars de moins en dedans de 2 semaines. Et après ça, on a décidé, on va regarder la robotique pour réduire la main-d'œuvre. Fait que depuis ce talon, on est en robotique, puis on a décidé d'y aller avec le trafic guidé. Puis je te dis, côté robotique, le trafic guidé, chez nous, ça a fait toute une influence. Tu veux en parler un peu du trafic guidé, comment ça fonctionne? C'est intéressant. Dans le fond, le trafic guidé, nous autres, on connaissait absolument rien dans la robotique, puis c'était même pas une porte qui s'ouvrait à nous autres. Moi, mon beau-frère, c'est vraiment une salle de traite. OK, ouais. Puis quand on a ouvert la robotique, l'idée de la robotique, ben là, on s'est informé un peu, c'est qu'est-ce qui est important là-dedans, comment ça marche, puis tout ça. Puis ce qu'il nous disait tout le temps, c'est la vitesse de traite. À chaque fois que le temps que ton robot passe à tirer des vaches, c'est de l'argent qui rentre dans tes poches. Bon, parfait, ce bout-là, je comprends. Fait qu'après ça, on s'est mis à regarder un peu, aller aux États-Unis, voir des grosses fermes robotiques, parce qu'on doutait de la possibilité d'une grosse ferme robotique. On a vu là-bas que ça marchait. Puis on a vu plusieurs systèmes, le système libre et le système guidé. Quand on s'approchait du système guidé, l'avantage de ça, c'est qu'on pouvait mettre plus de vaches par robot. Qu'est-ce que plus de vaches par robot, ça veut dire plus d'argent par robot. On a dit ouais, mais ça va te coûter plus cher de barrière. Puis je dis ouais, mais si je réussis à mettre plus de vaches par robot, la boîte, j'ai la paye, là. Parce qu'il y avait, là, chez les producteurs, puis il était bien fait. Hey, cette vache-là, elle passe 23 fois par jour dans le robot. Ouais, mais si elle tire 3 fois, il y a 20 fois qu'elle passe pour rien dans le robot. Ouais. Les 20 autres fois, là, c'est parce qu'elle rôde autour, elle kick c'est une dominante dans le troupeau. Il y a des dominants, des dominés. Fait qu'elle kick mes dominés, puis mes dominés, ils attendent dans le coin. Quand elle la star, ça finit par y aller. Tandis qu'avec le trafic guidé, ce qu'on voyait, c'est que la dominante, elle rentre dans le robot, elle sort, elle est partie. Puis en même temps, on l'a vu par après, on s'attendait pas à ça, puis c'est un beau à côté qu'on a vu de la traite robotisée et du trafic guidé, c'est que tout ce qui est gestion animale puis main-d'œuvre, beaucoup plus simple, parce que ta vache en chaleur, elle va jamais rentrer dans le maudit robot à cause les autres. Dans le guidé, maintenant elle porte la porte de séparation, elle se ramasse dans la salle d'attente, elle finit par cette année, elle rentre dans le robot, puis elle se ramasse dans l'arrière-robot. Puis nous autres, on ne savait pas trop ça parce qu'on n'avait jamais travaillé avec la robotique avant, mais mon premier gérant de troupeau qui venait à la ferme, il dit, c'est autant de travail, il va y avoir 2 robots en libre que vous autres, vos 6 robots en guidé, c'est moins de travail que 2 robots en libre. Ah ouais. Okay. Ouais. On s'en rend compte aussi quand on fait mettons, la vaccination du troupeau. Au lieu de partir puis tout mettre les vaches dans l'arrière-robot, on part à sens contraire du trafic. Les vaches, souvent, dans l'heure que c'est tranquille, le plus tranquille dans le temps, marchent à l'envers du trafic, t'es piques tranquillement, commence par la salle d'attente, tu t'en vas, puis à un moment, elle va se ramasser d'un coin, celle que tu cherches, si tu la trouves pas, t'as piton dans l'arrière-robot, 12 heures après maximum, elle se ramasse, t'as la vaccine. Fait que côté main-d'œuvre, travail, c'était. Puis on le voit parce qu'on a
énormément de visites à la ferme aussi. Depuis qu'on a mis le trafic guidé, là, le monde, ça vient visiter, ça vient voir, puis ça s'implante de plus en plus là, dans la province. Là. Il y a à cette heure, la plupart des fermes qui se bâtissent en trafic guidé. Puis je suis content parce qu'on était des premiers quasiment au Québec à innover ça. Ça existait aux États-Unis, mais au Québec, personne n'avait vraiment osé aller vers cette porte-là. Puis c'est vraiment efficient. Non, ben j'ai découvert ça, moi, c'est chez mon frère, mon cousin, dans le fond, il a agrandi, puis ils l'ont mis le trafic guidé, puis je suis comme Colin, il faudrait que ça soit implanté partout. Je veux pas valoriser, dire que c'est la meilleure méthode, mais je trouve pour une gestion du troupeau, c'est bien plus facile. Ah, c'est ça. Puis pour rentabiliser la machine aussi, parce qu'elle donne pas la boîte, hein. non, elle donne pas. C'est rare. J'ai pas entendu dire que... je voulais savoir, avez-vous innové sur certains points, mettons précis, je sais que mettons la génétique c'est un des points, mais pour augmenter la productivité puis la durabilité, mettons, de vos bêtes puis des animaux? Ben oui, c'est certain. Dans le fond, quand t'achètes, on voit, on est jeune, on arrive, on a beaucoup. Le quota était très dispendieux dans mon cas, dans volaille. Les coûts de construction, on sait dans les derniers temps comment ça évolue. Donc, il faut que tu aies un retour sur ton investissement. À la fin de la journée, toujours tu penses retour sur capital investi. C'est beau la technologie, c'est beau les améliorations, mais ça va donner quoi? Dans mon cas, c'est de réduire la consommation de moulée pour faire 1 kilo de chair, c'est d'avoir une meilleure viabilité. On a toujours gardé aussi la conscience d'avoir une conscience sociale, environnementale. Mm-hmm. Donc, on voit vraiment ce qui se passe avec les gaz à effet de serre, ce qui se passe avec le réchauffement climatique. Donc, on a pris un pas de recul, puis on s'est assis, puis on a dit, bon, ben, dans quelle technologie? Parce que on s'en fait offrir un paquet de technologies, mais à la fin, sont-tu rentables, ça vaut-tu la peine? Fait que, on a commencé par faire ceux qu'on a identifiés, qui avaient vraiment un retour sur investissement, pour notre entreprise. Donc, on a introduit l'éclosion à la ferme. Actuellement, je suis le seul au Québec. C'est pas une pratique qui est connue, mais en Europe, c'est quand même une bonne part de marché qui est fait. Donc, dans notre cas, vu qu'on avait nos œufs d'incubation, on va porter nos œufs au couvoir durant 18 jours. Dans le cycle normal, il restera dans la salle d'éclosion au couvoir pour les 3 prochains jours avant d'être transporté sur la ferme. Ouais. Tandis que nous, le couvoir, à 18 jours, apporte tous les œufs dans nos bâtiments de poulet, puis tous les poussins naissent, éclosent sur la ferme. Wow. Qui fait en sorte que nos poussins ont accès directement à l'eau, à la moulée, directement à leur naissance, dans leur habitat, pas de transport, pas de stress. Donc, on est dans une société où on parle de bien-être animal. Ben, dans notre cas, à nous, c'est fait, on est prêt. Puis en même temps qu'on vient améliorer la qualité de nos oiseaux puis la santé animale, bon, on va chercher une meilleure conversion alimentaire parce que ton poussin, quand il est dans l'éclosoir, sans eau, sans mouler, ben il prend sa réserve d'œufs, son jaune d'œuf, puis il vient l'utiliser. Tandis que nous, son système immunitaire, il est plus solide parce qu'il a accès à l'eau, fait qu'il est capable de se nourrir pour être capable d'affronter les défis qui s'en viennent vers lui, pour lui dans la sphère de santé. Donc, on améliore notre conversion alimentaire, nos condamnations. C'est tout de suite, fait qu'on était capable de cibler quelque chose qui est innovateur, qui était comme risqué parce que personne ne le fait. Même pas autorisé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, il a fallu convaincre l'Agence canadienne d'inspection des aliments de dire que c'est une pratique qui existe dans le monde, qui est innovateur et qui marche et qui améliore la santé animale des troupeaux, ce que la population puis le consommateur recherche. Donc, on était capable de le faire. On a aussi introduit tous les chauffages à biomasse. Okay, donc, on utilise là, pratiquement plus de propane et de gaz naturel sur nos sites. Nous, on a choisi la technologie de marbre importée d'Italie. C'est un poêle aux granules de bois qui est à l'air propulsé, qui va venir chauffer nos bâtiments. Donc, c'est quoi ça fait, un chauffage de bois à l'air propulsé? Ben, ça vient réduire l'humidité du bâtiment. L'hiver, notre gros défi dans la production de volailles, c'est de maintenir un niveau d'humidité relativement bas. Donc, l'humidité est signe de maladie, prolification des bactéries. Donc, on réussit, par notre chauffage à biomasse, à l'air propulsé, d'avoir un chauffage ou une qualité de confort pour nos oiseaux qui est améliorée. Puis en plus, on vient de laisser une empreinte carbone incroyable parce qu'on n'utilise plus de propane, plus de gaz naturel sur la majorité de nos bâtiments. Donc, on est vraiment content de ces technologies, ce qui peut avoir un retour sur investissement, un aide gouvernementale dans certains cas qui viennent nous aider, mais en retour que nos oiseaux profitent plus, donc plus de profit, plus de marge en même temps. Donc, c'est vraiment ce thinking-là d'organisation qu'on a mis en place dans les 15 dernières années. C'est impressionnant. Je vais revenir à l'éclosion à la ferme parce que j'ai fait du transport de poussins.
une couple d'années. J'ai fait du transport, puis il y en a des facteurs de stress, justement. Tu sais, ça m'est déjà arrivé, là, j'étais pris sur c'est dans une zone de construction sur la 401, là, il faisait 30 dehors, là. Mais j'étais arrêté. Fait que j'ai plus de mouvement d'air, mais j'étais sur la 401, j'ai débarqué de mon camion, j'ai tout ouvert les portes. Parce que là, c'était le seul moyen que je voyais pour réduire la température qui se créait. Tu sais, j'avais, mettons, 30-40 000 poussins dans mon camion. Fait que là, eux autres, ils chauffent entre eux autres, veux pas. Fait que c'est un facteur de stress. C'est pareil comme l'hiver. Si mon camion est brisé, j'avais plus de chauffage. Là, c'est un autre stress, mais un stress de froid. Fait que là, vous autres, avec l'éclosion directe dans le bâtiment, c'est comment vous marchez? Probablement que vous fermez une section vous mettez pas le ployer à grandeur disponible. Dans le fond, l'éclosion, quand on reçoit nos racks à œufs, c'est les mêmes racks à œufs qu'on utilise, qu'on a livré nos œufs couvoirs. On l'utilise, puis on le glisse sur une courroie. OK. Puis la courroie est juste centrale du bâtiment. Donc, on va prendre, c'est certain qu'on prend pas tout le bâtiment au complet. Ouais. Mais notre éclosion se fait sur 3 jours sur une courroie centrale. Donc, puis chaque côté, on va mettre un tapis de moulé. Donc, l'oiseau, il est clos. Il tombe sur un tapis où il n'y a rien pour pouvoir se sécher. Puis quand il a assez la force de récupérer pour marcher, ben la première chose qui tombe, c'est la moulée. Fait qu'il faut qu'il passe dans la moulée pour continuer. Fait que il déjà, par la curiosité, il va commencer à manger. Et puis c'est fantastique, on aime ça. Il nous reste seulement quelques bâtiments à faire parce qu'on les fait tous un après l'autre. Mais on est content de cette technologie-là. Taux de réussite, taux de mortalité, ça joue quoi? Y a-t-il une différence assez significative? Définitivement. Puis on peut parler d'un demi% facile des données qu'on a, parce que c'est tout le temps difficile de comparer, parce que on est capable de comparer par rapport à des moyennes générales, mais tu sais, on a le bâtiment au complet. Ouais. Il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent varier, donc qui peuvent venir varier le taux de mortalité, mais au moins, on sait que notre tendance générale est super bonne. Fait que juste de conscience de bien-être animal pour le consommateur, puis cette pratique-là, ben nous, on est déjà prêts quand ça va être exigé. On se dit, c'est fait, on va être capable de passer à l'autre étape. C'est quelque chose, tu penses, qui va être exigé un jour dans la production? Définitivement. Soit que les couvoiriers devront nourrir les oiseaux en éclosion. Ouais, OK. Ou soit, mais on peut pas laisser un oiseau. Normalement, on est livré au 3e jour. À la première journée, quand on les reçoit, donc la journée 1, 12 heures après, je vous dirais qu'on a au moins 50 à 60% de nos œufs qui sont éclos. Donc, notre jour 0, quand on les reçoit, normalement, on voit des poussins qui sont regroupés, qui viennent juste, qui apprennent à connaître leur place. Mais nous, la journée 0, les poussins sont à la grandeur du bâtiment, sont prêts, c'est parti, c'est fait. On le voit vraiment comme technologie. Autre grande technologie qu'on a faite, c'est quelque chose qui est simple, là, de la ventilation naturelle. On le voit dans les étapes. Ben oui. Mais dans la volaille, on s'entend que c'est pas populaire du tout. Non. On est rendu à, je vous dirais, après la moitié de nos bâtiments, que c'est des cheminées naturelles, des panneaux. On l'a fait dans les reproducteurs, on l'a fait surtout dans le dindon. Donc, nos oiseaux, c'est 0 dépense d'exploitation. C'est pas d'électricité, c'est la lumière naturelle du soleil qui rentre. La moitié de nos bâtiments sont faits ainsi, fait que nos oiseaux voient la lumière du soleil. Encore technologie, mais bien-être animal encore vraiment. Donc, 0 dépense à part les soigneurs à mouler qui virent. Donc, ventilation, pas de ventilateur, 0. Seulement que plus de hauteur avec cheminée et ventilation. Donc, on réduit encore nos dépenses, nos frais d'exploitation, mais on améliore surtout on améliore le confort de nos oiseaux. Donc, c'est vraiment le fun. Ouais, c'est sûr. Voir les résultats de ça, ça doit être le fun. Steve, des points d'innovation qui ont augmenté votre productivité puis la durabilité de vos bêtes? Ben, quand on a bâti le nouveau bâtiment, on s'est acheté longtemps avec les ingénieurs, puis on a visité beaucoup de fermes. Je te dis qu'on a tout fait le bâtiment en but d'optimiser la rentabilité, mais surtout le bien-être animal. On a fait beaucoup de détails. On a mis sur le sable parce que on savait que côté cellules somatiques puis confort animal, c'était ça que les vaches se préféraient le plus. On a mis des green stars à la grandeur de la ferme aussi pour être sûr que les vaches se blessent le moins possible. Des vaches, la misère à se lever, vont avoir la possibilité de se lever sans se blesser. Puis aussi dans la conception de la ferme aussi, nos ingénieurs avaient dit qu'ils avaient rarement vu du vent. Des éleveurs pensaient autant aux émotions. On a perdu beaucoup, 3-4 stalles à plusieurs places, juste pour mettre les parcs en angle, des barrières qu'on a tassé une coupelle de pouce pour faire des angles partout que les animaux arrivent jamais dans un coin, à peu près à nulle part. À chaque fois qu'il y a une porte de séparation, on l'a mis en angle pour que ça soit capable de prendre la porte de séparation plus facilement. Puis, il y a encore des ventilateurs dans les temps. Nous autres, l'été, quand il fait chaud, on a mis en masse. Ouais, c'est un point très important, là. Sinon, côté bien-être animal, côté reproduction, nous autres, on est les puces dans l'oreille. Fait que les vaches ont
aucun bracelet aux pattes ou bracelet dans le cou. Tout se check avec la puce dans l'oreille, la puce qu'on met à naissance. Puis dans le fond, nous autres, on va fonctionner avec la progestérone dans le lait. Fait que c'est comme si on avait 24 heures sur 24 un vétérinaire dans l'étable. À partir du jour 40 de son vélage, on va prendre des tests de progestérone. Puis avec la courbe de progestérone, on va savoir si c'est en anestrus, si elle ovule pas, si elle se fait un corps jaune, si c'est en queue utérique, ou ben non, si vraiment elle fait une belle chaleur, puis si jamais elle va, le moment de l'inséminer va être plus précis avec ça aussi. Fait que des vieilles vaches qui font des chaleurs silencieuses, puis tout ça, ben avec la progestérone dans le lait, on va les voir quand même. C'est ça le gros avantage. Puis après ça, ben, on voit aussi si sa progestérone, si sa progestérone, elle reste en haut, la ligne, elle reste au top. Après, ça garantit ta vache en gestation. Fait que aussi côté hormones qu'on a nos vaches, mais une vache qui va être tout le temps la progestérone basse, on pique une shot à la fertiline. Si ça marche pas, ben là, on va y aller avec un implant ou une chose comme ça. Okay. Des fois, souvent, on n'a pas les uns à faire des protocoles au complet. On commence le protocole, on voit que les hormones de la vache ont décollé, on arrête cela. Fait que beaucoup moins d'avoir de manipulation aux animaux. Fait que ça enlève le stress aux animaux. Puis je te dis, depuis qu'on a bâti l'étable, la plus chose qu'on a vu le plus, c'est la longévité du troupeau, qui est énormément augmenté. On est rendu avec 30% du troupeau, 4e lactation et plus. Puis c'est sûr qu'on avait beaucoup de déménagements d'animaux avant ça, beaucoup de bâtiments. Okay, ouais. On s'est jamais approché de 30% de 4e lactation et plus. Puis c'est là qu'il l'est, parce que 4e lactation, le veau de la vache est déjà vendu en lactation, fait que tu augmentes la grosseur de ton troupeau. Fait que on est très satisfait de ça. Fait que dans le fond, pour le tarissement de vos vaches, ça se fait mieux aussi en même temps parce que vous êtes capable de mieux cibler, justement, quand est-ce qu'il est, ben, tu sais, avec ce que tu disais avec les hormones, comment je pourrais dire ça? Le tarissement, il se fait à combien de jours à peu près chez vous? C'est 60 jours avant le VLH. OK, bon. Fait 60 jours avant le VLH. 305 jours, vous le ciblez plus facilement à cette heure, Ouais. dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais les vaches qui sont des hautes productrices, je te dirais que je vise pas nécessairement à 305, je vais les tirer un petit peu plus à 360 parce que je sais qu'avec leur persistance à lactation, ils vont continuer à produire longtemps. Fait que je les cible pas nécessairement à 60 jours. Il y a des vaches, dépendamment de leur génétique, puis ça, que je vais viser plus aux alentours de 70, 80, 100 jours en lait que je vais commencer la première essai. OK. Super. Très intéressant. Bon, on a parlé un peu justement, du bien-être animal. Y a-t-il d'autres points aussi que vous êtes allé chercher côté bien-être animal, un gros investissement ou en a un qui, en fait, vous n'avez pas pensé qu'il était vraiment important ou vous l'avez minimisé, puis en fin de compte, ça a vraiment été bénéfique pour vos productions? Ben, oui, à notre jour, tu sais, comme je te dis, il y en a plusieurs technologies. Nous, on a une ferme d'œufs d'incubation pour la reproduction. Quand on s'est équipé de machines pour vraiment trier les œufs, donc c'est plus efficace que l'humain. Donc, on peut être capable de sélectionner les grosseurs d'œufs, les séparer, les petits qui sont trop petits pour l'incubation sont enlevés, les gros qui sont un œuf d'œuf jaune où il n'y a pas de poussin possible sont retirés automatiquement aussi. Ah ouais, OK. C'est des choses que ça n'a aucun impact sur l'environnement, ça n'a aucun impact sur mais ça a un impact sur le bien-être des employés. Donc, tu sais, mes collègues de travail qui travaillent fort pendant que je suis ici, ben, il faut quand même penser à eux puis qu'ils puissent avoir des bonnes conditions de travail dans l'entreprise, puis d'avoir des équipements qui permettent à eux de bien faire leur travail. Ben, à la fin de la journée, c'est bénéfique pour eux, mais ça devient bénéfique aussi pour l'entreprise parce qu'on est capable d'avoir une stabilité. Donc, c'est des choses, c'est des technologies qui peuvent nous être apportées par différents exposants qui sont ici aujourd'hui dans le salon. Mais grâce à eux, on est capable d'améliorer le confort de notre personnel. Puis ça, c'est important pour notre entreprise. Ouais, ben le salon sert à ça, tu sais, c'est pour ça d'aller voir les nouvelles technologies, l'innovation qu'il peut y avoir, c'est la place pour s'informer des nouvelles choses. Puis après ça, ben là, ça te donne des idées, puis tu essaies de les appliquer. Là. Y avait-tu d'autres points, Steve, de ton côté, côté bien-être, que tu pensais pas que ça allait... nous autres, à part qu'avant le bâtiment robot, on avait plusieurs sites, fait qu'on avait calculé qu'une fois, de la naissance au vélage, une tare prenait 8 fois le trailer. À cette heure, elle prend 3. Fait que c'est déjà pas mal plus facile, mais il m'a devancé un nœud. Le bien-être humain, ça fait toute une différence avec le nouveau bâtiment. T'sais, on a passé de 13 travailleurs étrangers à 7.
Puis j'ai gardé mes meilleurs. Puis c'est tout le temps le même monde. Ça fait 10 ans que j'ai des Guatémaltèques qui reviennent à chaque année. Fait qu'ils connaissent tout. Ils ont tous fait le rouage, l'étable, autant avant la robotique. Fait qu'ils l'ont connu l'ouvrage avant, ils l'ont fait. Qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus mieux. Puis même nous autres même, puis les gérants de troupeaux qu'on a, le monde qui travaille à la ferme, ça donne beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de facilité. Puis aussi toutes les données qu'on a avec la robotique, ben veut pas, ça l'aide aussi. Là, ça fait un avancé plus vite. Puis tu développes beaucoup moins l'ouvrage qu'on faisait avant. Ouais. Fait que, Le problème, c'est que pousser les vaches dans les trailers, ils sont moins habitués qu'avant. Ils sont plus d'ouvrage, là, mais avant ça, ils le voyaient, ils sautaient dedans. Ouais. Ben, c'est ça. Puis ça donne un... Pour les employés, pour vous autres, côté familial aussi, évidemment, ça vous donne un petit peu plus de liberté, si on veut, pour passer du temps avec la famille. Là, ouais, c'est ça. Ben, je te disais qu'avant d'avoir des enfants, j'avais pas remarqué ça, mais depuis que j'ai des enfants, je suis comme Chris, une fin de semaine, de temps en temps, ça fait du bien. Avant ça, travail. Ah ouais. Depuis, il y a des enfants, on essaie de prendre une fin de semaine de temps en temps. Moi, mon beau-frère, avant ça, faisait pas ça. On essaie de prendre une fin de semaine sur 2 quand que l'ouvrage le permet, là. Mais, je veux dire, on était longtemps, non-stop, là. C'était du 7 sur 7, 24 sur 24. Puis on commençait à 4h moins quart pour finir le soir à 8h30 quand on tirait 250 vaches dehors. On a travaillé fort, mais aujourd'hui, on en bénéficie si on veut. Ouais. Ah, super. Côté familial... Côté familial, moi, j'ai pas été là, dans le fond, de la naissance jusqu'à temps qu'il y ait 14 ans, 13 ans le dernier. Là, ça commence à être le fun, je reviens. Le gros rush est fait. Non, c'est pas. Mais c'est à peu près ça, mais pour de vrai. Puis là, c'est eux autres qui sont partis, les enfants 19-16 ans, ils ont leur habitude. Mais non, moi, ce que j'aime, c'est travailler. En toute vérité, j'aime ma famille plus que tout, mais j'aime travailler, j'aime ça. L'agriculture, il y a pas d'heure, il y a pas de moment. C'est comme ça, mais il faut être capable de cohabiter pareil. Mais moi, je pense que c'est une entreprise, on aime innover, on aime continuer, on veut grandir, on veut se mettre une charge d'endettement sur les épaules, ben, il faut être capable de mettre des heures, puis d'amener son équipe à cheminer avec nous autres là-dedans. Fait qu'on a fait de garder l'équilibre qu'il faut. Ouais. Je veux parler un peu de le reprenariat avec vous autres. Bon, il y a beaucoup, on a vu des chiffres, là, il y a beaucoup de monde qui sont entrepreneurs agricoles, qui ont une entreprise qui approche de la retraite. Il y a un bon pourcentage que le monde y approche. La complexité administrative et financière, puis les sacrifices à faire là, dans l'agricole, on le sait, on est passionné, mais il y a des sacrifices. On parlait de la famille, justement. C'est du temps sacrifié à pas passer avec eux autres parce qu'il faut être dans l'étable, faut passer beaucoup de temps. Tu sais, c'est tout dans ce domaine-là, c'est tous des enjeux qui sont quand même cruciaux pour la pérennité des fermes familiales, pour s'assurer que la passation se fait avec un de vos fils ou quelqu'un qui est relié avec la famille, ou même qu'il y en a que c'est des non apparentés, mais ça reste des entreprises familiales. De votre côté, comment ça s'est passé vos débuts en tant que gestionnaire d'une entreprise? Puis avez-vous des conseils pour la relève pour s'établir et puis réussir à perdurer dans le temps? Ben oui, c'est une étape importante. Là. Comme je disais tantôt, quand tu arrives à 20 ans, tu penses savoir seul. Puis ben c'est bien d'avoir des mentors qui est tout le tour de nous autres. Moi, j'étais chanceux. J'avais mon frère à l'époque qui avait 6 ans de plus que moi, mais mes parents étaient impliqués. J'avais beau avoir ma propre entreprise parce que mon père nous avait partis séparés, ma famille et moi. Puis j'ai eu le parcours idéal. J'ai parti séparé, mais on était quand même partagés les mêmes locaux de comptabilité, etc. Okay. Donc, j'avais mon pouvoir décisionnel. Ensuite, pour que l'entreprise puisse prendre l'expansion, on a acquis des fermes conjointement, la famille, moi, mon frère, ma sœur, c'est ajouté avec nous autres. Puis quand que la 3e génération est arrivée, ben, comme individu, on est plus solide, on est meilleur gestionnaire. On a repris un chemin séparé pour permettre à la 3e génération de s'introduire et d'avoir plus sa part de décision, mais pas être impliqué avec mon oncle ou ma tante pour simplifier. Fait que ça a été le fun. Fait que on a été capable de se consolider, prendre l'expansion, parce que c'est beau investir, mais il faut que tu sois raisonnable dans tes investissements. Donc, on est allé chercher des économies d'échelle, travailler ensemble, améliorer notre capacité de négocier avec nos fournisseurs. Puis, coup qu'on était capable d'être plus gros pour la 3e génération arrive, ben, t'es capable de faire voie séparée, mais quand même, on conseille pareil, mais au moins, chacun, il n'y a pas de mélange. Donc, c'était, pour mon parcours à moi, c'est, ben, il faut s'entourer, accepter les idées des autres. Aujourd'hui, je m'entoure avec des collègues de travail qui sont exceptionnels dans l'organisation. Donc, faut pas être seul. Si je veux, il faut vraiment écouter, s'entourer.
de bons conseillers financiers, de choisir son partenaire, une banque. Ouais. Oui, elle te prête de l'argent, mais c'est des bons conseillers financiers. Des fois, ils le voient par un œil externe. Ton fournisseur de moulé, c'est pas juste un vendeur de moulé qui va venir chez vous. Il faut que tu aies un fit avec ton représentant. Donc, il faut que tu ailles chercher le côté humain, le côté financier, puis d'avoir une belle responsabilité. Donc, c'est comme ça qu'une entreprise, c'est comme ça qu'un entrepreneur doit penser. Puis, faut se donner dans des conditions pour y arriver. Ça, tout ça, ça t'es-tu arrivé à toi dans les 2 premières années ou c'est venu avec les années d'expérience? Non, c'est venu avec le temps. Je vous dirais, là, jusqu'à 33, 34, 35 ans, là, tu te penses Superman, là, puis là, tu te rends compte que t'as besoin d'autres pour réussir. Puis, l'expérience de la vie fait ça. Puis, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont de mon modèle puis qui sont de mon style, mais à la fin de la journée, j'ai 45 ans, il me reste encore des belles années. En tout cas, je l'espère bien. Ben oui. Puis, je vais être prête à montrer à ceux qui veulent, que ce soit les membres de ma famille ou de l'externe, ceux qui ont besoin de conseils, ben, je pense que je suis une bonne personne puis je peux être un bon mentor. Puis, mais faut avoir le sens, faut avoir le leadership en soi, exact. Le sens de l'innovation, faut avoir le goût de s'impliquer. Mais à la fin de la journée, là, dans la société d'aujourd'hui, où la main-d'œuvre qualifiée est rare, moi, je trouve qu'il y a de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre qualifiée est rare. Exact. Fait que moi, dans l'agriculture, je portais à croire que oui, qu'une terre, c'est cher, un quota, c'est cher. C'est dur de démarrer. Mais en même temps, quand on regarde tout le tour de nous, c'est facile de se démarquer puis être capable d'être sollicité puis d'être bon. Parce que du bon monde qui veulent s'investir puis mettre de l'énergie, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de monde, mais qui sont prêts à faire les sacrifices. Fait que celui qui a de la volonté en agriculture, ben moi, je pense qu'il va être récompensé un jour. Ouais, non, très bien dit. Steve, le moment de la relève, tes débuts, comment ça s'est passé? Comme j'ai dit, nous autres, c'est la deuxième fois, on est comme la deuxième relève. Ça fait d'une certaine façon par la deuxième relève, mais on a la deuxième génération. Mais c'est la deuxième fois que mon père, il vend une partie de son entreprise. Mon père, en 93, l'entreprise s'est rendue beaucoup plus grosse pour lui, puis avec le développement de la génétique, puis ça, il faisait beaucoup de conférences mondiales, le juge aussi. Puis l'entreprise n'était plus capable de la gérer tout seul, ça prenait quelqu'un étable. À ce moment-là, il avait rencontré un Belge, Freddy Stink, puis Nicole Stink, sa femme, qu'eux autres rêvaient de venir s'établir au Canada. Puis après 3-4 rencontres, ils sont venus passer une été travailler à la ferme, puis le fit s'est fait. Fait que, ils ont acheté 50% de la ferme commerciale dans ces années-là. OK. Ouais. Puis ça a duré pendant 13 ans. Ils ont été propriétaires de la ferme pendant 13 ans. Puis après 13 ans, ben, nous autres, on avait vieilli. Moi, j'avais aux alentours début vingtaine quand c'est arrivé. Fait que, mon père, ben, il voyait qu'on y avait 4 enfants plus son gendre qui était sa ferme, puis lui, il avait pas d'enfants d'investir, puis lui, il voulait arrêter d'investir parce qu'il voyait pas la nécessité de. Mon père lui dit, moi, ils sont tous à la ferme, on va continuer de grossir. Il a racheté les parts de son associé pour en vue de éventuellement nous léguer des parts, qu'on puisse le racheter, qu'on ait l'opportunité de s'introduire à la ferme. Avant ce processus-là, que nous autres, on embarque avec lui, on a fait venir quelqu'un de l'extérieur, puis comme on disait, bien entouré pour des professionnels, puis tout ça, c'est extrêmement important. Puis ça, c'est pas juste au moment du leg, mais tout au long de votre parcours. Puis autant comme jeune entrepreneur ou comme vieux entrepreneur, c'est important avec du monde, si c'est votre gars de moulé ou peu importe, être bien entouré, être bien conseillé, mais aussi avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui discuter. Puis surtout du côté humain aussi, parce qu'on a énormément de charges, beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress aussi à gérer. Puis c'est important tout au long de notre parcours d'avoir du monde avec qui on est capable de discuter des vraies choses, quelqu'un qui va nous comprendre, qui est dans notre milieu, puis qui est du même niveau que nous autres un peu, pour pouvoir nous aider. Puis pour venir côté entrepreneurial, si on veut, côté leg, nous autres, c'est ça, on a fait venir quelqu'un de l'extérieur qui a évalué les 4 enfants, qui ont parlé avec du monde à l'extérieur pour faire un rachat d'entreprise qui était viable. On est très content du move aujourd'hui, ça s'est bien fait. Ça a brassé pas mal d'affaires aussi. Puis au fur et à mesure des années, pas mon père se trace tranquillement, puis on prend la place, mais être bien entouré, c'est la clé du succès à n'importe quel niveau dans l'entreprise. Puis aussi, tu sais, faut commencer à penser tout de suite à la prochaine génération. C'est savoir les investissements sûrs qu'on va faire, les faire dans, OK, mais si lui veut continuer de grossir, préparer un peu les bâtiments, comment qu'on va faire tout en fonction de, tantôt, qu'est-ce qu'on va faire, faut être visionnaire un petit peu pour la prochaine génération. Sinon, faut pas que tu fasses quelque chose, puis finalement, tu vas mettre des bâtons. Ah, arrête de faire ça. Non, faut voir plus loin un peu. Ouais, prévoir le prochain move que vous allez faire. Pas, non, c'est bien important.
Juste vous dire, si vous avez des questions, j'ai une dernière question à poser, mais si vous avez des questions, passez-y. Il va y avoir un micro pour vous autres. Il va être disponible si vous en avez pour Pierre-Luc puis Steve. Je voulais savoir, Pierre-Luc, tu as vécu des négociations de libre-échange en tant que président. Là, on le sait, on a Donald Trump qui est lundi, il rentre à la Maison-Blanche. Je suis curieux, comment ça se passe une négociation de libre-échange dans le côté de la volaille? C'est une bonne question. Écoute, j'ai adoré ça, faire ça. Honnêtement, Ouais. moi, je suis un passionné de politique à la base, là. OK. Même autre que l'agriculture, là. De ce temps-là, j'ai de la misère à écouter la télé le jour pour suivre ce qui se passe du côté américain parce que ça m'inquiète beaucoup. Mhm. Donc, côté libre-échange, j'ai participé à la négociation la première fois. C'était le Trans-Pacifique. OK. C'était le deal États-Unis, Mexique avec les pays, avec Japon, etc., qui étaient tous impliqués. Ça, c'était le PTP? Le c'est ça? PTP. Ouais. Écoute, j'ai vécu j'ai eu la chance de le faire avec deux gouvernements. Le Et- premier, c'était le gouvernement Harper. Écoute, j'ai adoré l'expérience parce que j'étais représentant de la volaille lors des négociations. Donc, quand il y a une ronde de négociation, on se présente à l'hôtel et puis les ministres ou les adjoints ou les sous-ministres nous consultent à savoir sont rendus où les négociations, puis jusqu'à quel point ils peuvent ouvrir les marchés dans ton secteur. Dans le Trans-Pacifique, là, je me rappelle, il a fallu vraiment faire venir même les ministres de l'agriculture provinciaux OK. pour ralentir ou ben non, pour essayer que l'agriculture, que la gestion de l'offre puisse garder sa place. Donc, les premiers chiffres que j'avais, c'était 10% d'ouverture d'un coup. Donc là, tu paniques. ouais. Fait que là, ils te font venir à l'ambassade du pays parce que tout dépendant dans quel pays que tu négocies, tu y vas. Puis, c'est là qu'il faut que tu argumentes pourquoi qu'on peut pas ouvrir sur les marchés comme moi, c'était la volaille, poulet dindon, à hauteur de 10%. Donc, ton speech de vente, là, c'est là que ça se passe. Il peut être 3 heures du matin, tu peux être convoqué, mais tu y vas. Donc, c'était chanter une volonté du gouvernement de la protéger, mais on savait aussi qu'il y avait un degré d'ouverture. Fait que jusqu'à quel degré d'ouverture que tu dis que ça marche pour être sûr que ton système saute pas au complet. C'est un peu le minding que tu as tout le temps quand tu vas te présenter. Quand c'est arrivé l'ALENA, États-Unis, Mexique, c'était différent, c'était plus à huis clos. On était moins consultés, le gouvernement libéral était là, c'était différent, mais quand même, ils nous ont bien protégés parce que on avait quand même la chance de les rencontrer en soirée, OK. au déjeuner, puis on était capable de vendre notre salade, dire, écoutez, pensez à ça, on était capable, fait qu'on se sentait quand même écouté, mais on était quand même rassurés. Dans la négociation actuelle qu'on va avoir dans la prochaine année, je suis super inquiet. Mais vraiment parce que on n'a pas le même genre de gouvernement américain que moi j'avais à l'époque OK. quand j'étais président. Puis aujourd'hui, la qualité ou ben non, la manière de négocier, c'est comment ça va coûter à l'automobile, à la société, à l'industrie de l'automobile, l'aluminium, du bois d'œuvre. Si les Américains continuent de maintenir cette pression-là avec les tarifs qu'ils veulent mettre sur les exportations canadiennes. Donc, jusqu'à quelle hauteur que nos ministres ou nos premiers ministres vont être engagés aujourd'hui à vouloir pas céder à la pression puis de dire, écoutez, là, on n'est pas pressé, là. On est mieux de payer une taxe pendant quelques mois, mais à un moment donné, ça va finir par trouver un degré d'entente. Fait que là, la négociation, en tout cas, mes homologues aujourd'hui, là, ils ont un méchant travail à faire puis ça va être difficile, mais il va falloir qu'ils répètent vraiment les avantages d'être autosuffisant en alimentation. C'est pas ça va vraiment être difficile parce que le gouvernement va être tenté parce que c'est même le peuple canadien qui va dire hey, moi je t'ai arrêté chez nous puis ça me coûte trop cher, j'exporte plus. C'est là que le rapport de force que les États-Unis ont toujours sur nous autres, Trump il l'a compris. Ils sont majoritaires, ils sont 400 millions, on est 30. C'est certain qu'on va toujours avoir être dépendant des États-Unis, peu importe l'époque ou l'année qu'on va y être. Ouais. Donc là, ça va être vraiment là. Puis là, je vois le plan. J'ai adoré la sortie de M. Chrétien. Je veux pas faire de politique, là, peu importe, je suis la politique. Mais de dire, hey, on prend un pas de recul, faites-vous respecter, on est quand même un pays. Ben oui. On est le plus beau pays au monde. On a quand même une dette qui, oui, tout le monde dit qu'elle est haute, mais par capita est quand même pas tempée par rapport à d'autres pays du G7. Donc, faut que nos politiciens actuels ou nos élus de fédération répètent que, écoute, on n'est pas en alerte, là. Il n'y a pas une bombe sur le Canada, là. On est capable d'attendre puis de négocier dans des conditions prospères. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut se donner comme mandat. C'est pas dans le prochain 6 mois, c'est dans les 2 prochaines années. On a un traité de signer avec eux, qui est l'ALENA, qui est encore bon. Bon, ben, les 2 prochaines années, c'est pas le feu. Ouais, c'est ça. Il y a un effet.
Trump s'amuse, là, veut pas, il y a un effet, on dirait boule de neige de tout ça, là, qui a tout grossi, mais à un moment donné, il faut juste prendre un pas de recul et dire, regarde, c'est quoi vraiment qui... Faut pas paniquer. Ouais. Puis lui, c'est le genre d'individu que quand tu paniques, c'est là qu'il va prendre son rapport de force. Exact. Allons en mission économique dans le reste du monde, puis allons vendre des bœufs, du porc partout dans le monde, autre qu'aux États-Unis. Préparons-nous. Mm-hmm. Et préparons Exact. même ça, que les transformateurs de volailles qui exportent plus de viande brune trouvent des marchés. Puis démontrons notre indépendance. C'est pas facile à dire dans mon siège, mais il faut quand même trouver des plans B et des solutions. Ouais. Non, c'est sûr. Faut être prêt à toute éventualité. Est-ce qu'on va aux questions, Jenny? Oui. On peut y aller. Est-ce que, à main levée, est-ce que quelqu'un aurait une question pour soit Pierre-Luc ou Steve? Je pense qu'il voulait pas, il avait pas allumé mon micro. Ah. Gênez-vous pas, je vais aller vous voir. Sinon, on va continuer. Je suis sûr que John en a encore. Ah, mais il est quelle heure? OK, c'est bon. C'est correct. C'est le dernier événement. Ouais, on est là. Ben là, faudrait... Attends, je suis pris de court, Colin. Côté implication, Steve, y a-tu quoi, futur projet ou quelque chose que tu as en tête? Implication d'un producteur de lait? Non, je viens juste de sortir de ce monde-là un peu. Là. Ouais. J'ai été longtemps là, président de mon club hosting des Bois-Francs. Quand je suis rentré dans le club, ça faisait 15 ans que notre président était là, puis l'année que je suis rentré, il est passé en arrière, il m'a mis sur l'épaule, il dit « Check-moi bien aller, tu prends ma place l'an prochain. » OK, ouais, il y en a qui ça fait longtemps que ça là, ouais, mais on t'attendait quelqu'un comme toi. Fait que il est parti l'année d'après, j'ai pris sa place l'année d'après. Après 6 ans, j'ai comme je disais au Signe Québec en haut, il dit ben moi, faites mon temps, moi m'en aller, moi je commence à préparer, checker les autres. Non, il y a personne dans ta gang qui est prête à t'en aller. Là. Fait qu'il a fallu que je renouvelle un 3e mandat, j'ai été là pendant 7 ans. Puis dernière année, j'aurais dit toute l'année, ma septième année, il dit les gars, 8e année, moi je m'en vais l'an prochain là. L'an prochain, je vais être comme administrateur, puis je vais voir m'a délai le président en haut, puis pour être certain qu'il m'en nomme pas président, il a fait une fracture du crâne la veille de notre AGA. Fait que j'étais pas présent à ma dernière AGA, c'est voulu que mon vice-président prenne ma place. Et fait qu'ils m'ont pas nommé, ça fait bien. J'ai été capable de prendre mon nom. C'est ça le truc. Non, c'est pas ça le truc. Je suis sorti pas de séquelles, j'ai été très chanceux. Ben ouais, tabarouette, OK. Sinon, un accident sur la ferme ou? Non. J'ai glissé, puis la tête m'a pété sa glace. Okay. Mais sinon, implication, je suis juge officiel au Signe Québec depuis, ça fait 1 an, mais ça fait 7 ans que je suis juge au Québec. Ça donne l'occasion de parler avec beaucoup de producteurs. Ouais. Je fais aussi, qui s'appelle des coupes des éleveurs. On va sur les fermes, on parle aux producteurs. Il y a une soirée après. Puis, sans oublier tout le monde qui vient à la ferme pour visiter. Fait, je suis beaucoup en contact avec tout le monde. Je sors pas souvent de chez nous, mais il y a beaucoup de monde qui passe à la ferme pour, autant côté nutritionnel, parce qu'on est souvent en partenariat avec Jeffo, côté robotique, parce que c'est beaucoup de monde de Laval qui passe à la ferme. Je passe beaucoup de temps à parler avec du monde. Au travers de mon travail, des fois c'était à la course un peu, même beaucoup de visiteurs, là, autant beaucoup d'Européens ou ben non qui viennent d'Europe surtout, ouais. qui viennent durant la Royale puis la Madison, qui viennent visiter mon étable, qui veulent avoir. Ça donne une opportunité de vendre des embryons un peu, même si le marché est moins là qu'il a déjà été. Ça reste quand même, c'est toujours des portes d'ouverture, fait qu'on prend le temps de les accueillir tout le temps. C'est bon. Hey, en tant que juge, je veux savoir tes points préférés sur une vache, tes petits points faibles. Qu'est-ce qui te fait le plus flasher sur une vache? Le pis, c'est toujours le pis. Ouais, le pis, les pieds et membres, puis je te disais, à chaque génération, il y a quelque chose à voir un peu. Là, on dirait que c'est les pattes droites. Beaucoup de problèmes de poids de voiture, ça s'améliore. Okay. Mais tu vois, quand un problème s'installe, tout de suite, souvent, la prochaine génération de taureaux a commencé à régler le problème. Fait que là, il y a beaucoup plus de pattes courbées, pasteur. Ben, avant ça, c'était des vaches trop grandes, tranquillement, pas vite. On s'en va vers des vaches plus petites. Une stature plus médium un peu. Fait que une vache avec un bon pis, ça va toujours avoir sa place. Ouais, certainement. Votre transition attachée à Libre, comment que ça s'est passé de votre côté? Ça a super bien été. On avait, de l'avant, ils avaient donné un protocole à suivre, si on veut. Okay. Fait qu'on on a taillé tous les sabots un bon 2-3 mois avant de les rentrer au robot. On a clippé puis des vaches aussi d'avance pour pas qu'il y ait pas le trop long. On a donné la moulée qu'on allait donner dans les robots 2-3 semaines avant de rentrer. Fait qu'on avait un robot qui soignait les vaches puis les autres, on les soignait à la main. Un petit peu de moulée qui puisse y goûter. Puis, on avait eu des commentaires de d'autres personnes qui avaient rentré des vaches avant, qui avaient pas traité assez le ciment,
Puis les vaches avaient eu des problèmes de boiterie énormément, beaucoup de blocs. Fait qu'on a traité le ciment à l'acide, on a passé un bloc de ciment dedans pour enlever toutes les impuretés. OK. On a rentré des tords dedans. Puis ça a bien fait parce qu'on avait mis ben trop de sable dans les logettes, puis on a pété des cordes de raclette. C'était l'enfer. Ah ouais? Ouais, fait que ça a bien fait pareil, même si on a travaillé, mais au moins, il n'y avait pas de vaches à travers, fait qu'on avait le temps. Mais non, ça, contrairement à ce que tout le monde dit, qu'ils disent quand tu rentres des vaches à la robotique, c'est l'enfer, c'était pour de vrai, ça a été merveilleux. En plus, avec les robots qu'on a choisis de Laval, c'était tout seul qui appelle, fait que la caméra trouve elle-même les trayons, fait que t'as pas besoin d'aller dire exactement sont où. Fait que le technicien est avec nous autres en attendant, puis il nous montrait sur le cellulaire comment il marchait le robot, comment plugger les vaches manuellement, puis tout ça. Fait que ça a été, le reste, ça a été, à la limite, ça a été une belle expérience. Je me rappelle, après la 7e journée, puis on a fait ça one shot, on a rentré comme, je pense que c'est 25 vaches par robot, toutes les vaches attachées dans la table. Après ça, l'autre étable attachée qu'on avait, tous 2 jours après, on a rentré 25 vaches par robot. Puis la 3e fois, on a pris des vaches dans le freestyle. Fait qu'on a rempli les tables en dedans d'1 semaine. Ça va faire mal, mais ça va faire mal rien qu'une fois. Non, mais ça l'aide dessus pour le côté dominance aussi. Ouais, ben, les vaches, dans le fond, ils pognent leur routine. Puis quand t'en rentres, ça brise la routine. Fait qu'en le faisant plus rapidement, ben, ils pognent plus vite leur routine après ça. Ouais. Je m'en souviens qu'après 1 semaine, on prenait un rail, assis un soir, puis yes, on entendait les vaches qui étaient tout seuls au robot. Hey, tout content. Le même matin, problème d'eau, les robots ont arrêté dans la nuit. Il y avait 75 vaches pas tirées. Ah, mon bonheur a été, ça a duré 24 heures, puis on a repogné le dessus. OK. Ben, c'était un démarrage, m'attendais pas à ça aller aussi bien. On a sorti 7 vaches du troupeau. Wow. Au total, souvent des problèmes de boiterie, puis une qui était aveugle. Aveugle? Ah, bon. Attachée, elle voyait super bien, mais rendu libre, là. Ouais, là, faudrait taguer de plus souvent. Il y a déjà le trafic guidé, mais je pense que c'était pas assez. Ouais, il y avait trop de barrières pour elle. Ouais, c'est ça. Eh ben, en tout cas, est-ce qu'il y a du monde qui ont pensé à une question? Non? Parfait. Y a pas de problème? Fait que, ben, en avait-tu une? Ah, oui, bon. Super. Le micro s'en vient. Oui, bonjour, merci. Merci de votre présence. J'aimerais savoir, oui, excusez. Merci de votre présence. J'aimerais savoir, au niveau des volailles, quelle a été votre gestion au niveau de la maladie aviaire? Ouais. Ah, c'est une bonne question. Oui, ben oui. Surtout de cette année avec la grippe aviaire. Moi, j'ai eu la grippe aviaire, j'étais malheureux. J'ai été, un de nos troupeaux a été affecté décembre dernier. On a vraiment là tout fait sur la ferme, justement, pour pas que ça arrive, là, entrer avec un banc, survêtement à l'extérieur, changement de bottes, puis c'est arrivé pareil. Donc, c'est quelque chose qui est pas facile pour tous les éleveurs de volailles actuels, peu importe, grippe aviaire ou pas. Ce que je trouve dans les années où ce qu'on est actuellement dans la volaille, c'était beaucoup plus facile d'élever les poulets, là, même je me suis doté plein de technologies, là. C'était plus facile avant qu'aujourd'hui. Nos oiseaux, ils grandissent vite. Ouais. Fait que ça fait en sorte qu'ils deviennent fragiles plus vite aussi. Le système immunitaire est comme... Fait qu'il faut vraiment être que nos points soient tous corrects. Regarde, on en a échappé un lot cette semaine. On n'est pas meilleur. Des fois, on en échappe. Cette semaine, j'ai eu un mauvais lot. Mais faut faire une biosécurité hors pair. Donc, c'est protocole de biosécurité. Donc, c'est les entrées danoises, si on est capable de les faire pour limiter l'entrée de maladies en termes de biosécurité. Mais aussi pour réduire les maladies, ben l'éclosion en ferme aide aussi, parce qu'elle donne un système immunitaire plus fort aux oiseaux. Mais c'est vraiment d'avoir des conditions d'élevage qui sont A1. Donc, pour venir avoir... Pourquoi j'ai eu la grippe aviaire, on cherche encore. On n'a aucune idée d'où est-ce que l'introduction s'est faite. On l'a eu, on s'est levé un matin, ça a été une bâtisse sur 7 qui l'a eu, puis même après 4 jours, après euthanasie, les autres bâtisses l'avaient pas eu. Fait que ce que l'agence me dit, c'est écoute, t'as fait un travail remarquable en biosécurité, ça le prouve, ça s'est pas propagé des autres bâtiments, mais en même temps, on l'a eu, fait que tu sais, c'est pas facile. On espère un vaccin bientôt. Est-ce que tu penses qu'il y a des pratiques de biosécurité plus temporaires qui vont à un moment donné tomber la norme, qui vont être exigées pour les producteurs? Ben, déjà, dans le cahier de charge des éleveurs de volailles, il y en a quand même beaucoup qui sont obligatoires. Probablement que c'est ça qui est arrivé chez moi, là, c'est le respect. Ce qui devient très difficile, c'est dans l'élevage, dans la biosécurité, c'est de respecter le protocole de biosécurité. Ouais. C'est beau avoir la meilleure consigne, mettre l'affiche sur le tableau, mettre un collant, changement de botte dans l'entrée. Obligatoire. Mais tu sais, des fois, les gens disent, ben là, mon crayon, il est juste là, mais le pied, puis c'est fait. Tu sais, je fais juste traverser le banc, puis c'est fait. Fait que côté maladie, honnêtement, ça peut être juste une malchance.
mais en même temps, élever de la volaille aujourd'hui, selon moi, il reste juste deux compagnies. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais surtout de la volaille, il reste juste 2 compagnies de génétique mondiale. Oui. C'est un risque majeur. Ouais, Tu sais, la concentration, là, elle est partout, mais pas juste dans l'automobile avec Ford et GM. Là. Elle est aussi dans le secteur agricole. Puis nous, s'il y a une génétique qui devient plus faible et qui se trompe, ben tout le reste de la planète dépend de ces 2 compagnies-là. Ils peuvent pas être infaillibles. Fait que puis même Aviagen avec les reproducteurs nous ont contactés puis ils nous ont fait venir une réunion pour nous dire hey, les risques là. Aujourd'hui, on le sait qu'on a plus de mortalité, on le sait qu'on a ça, on le sait. Fait que la seule moyen de réussir puis de garder vos troupeaux en santé, c'est de respecter vos points de régie très importants. Fait que c'est de contrôler la régie qui va être probablement notre meilleur ami. OK. La régie d'élevage. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'il y en avait une autre dans la salle? C'est bon, merci. Merci beaucoup à vous deux. C'est super intéressant. C'est tout le temps le fun de discuter des innovations. Je pense qu'on est dans une grosse ère de ça, là, la technologie, les avancées, puis tout. L'intelligence artificielle, ça va être une autre grosse poussée là qui s'en vient pour tout ce monde-là, là, dans toutes les sphères, là, mais ça va être de quoi de vraiment spécial qui va s'en venir aussi. Mais en tout cas, je veux vous remercier d'être présent aujourd'hui, de venir discuter de vos entreprises. Merci beaucoup. Merci à vous. Si j'avais des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Même chez moi, si vous voulez venir nous visiter, ça nous fera plaisir de vous aider ou d'échanger avec vous parce qu'on apprend tout le temps à 2 dans les échanges. Mais ça en prend du monde qui veut partager leurs expériences, que ce soit bonnes ou mauvaises. C'est là que ça fait avancer. Tu sais, puis je pense que t'as pas peur de dire aussi les mauvaises expériences, mais si tu fais juste dire oui, ça va bien, puis tu dis pas grand-chose, non, c'est pas ça qui fait avancer. Regarde, j'ai essayé ça. Je te dis, fallait pas. Mais va tout de suite de ce bord-là, ça va aller mieux pour toi. Tu sais, ça en prend du monde comme ça qui veut guider. T'as dit un rôle de mentor, c'est super important là pour la relève là. Fait que parce qu'on a la marge est rendue elle est mince la marge là aujourd'hui là. Fait que on n'a pas trop de lousse pour se tromper là. Définitivement pas. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je veux remercier aussi, Janie personnellement aussi, mais toute l'organisation du Salon de l'Agriculture de nous donner la chance d'animer 3 panels de discussion pendant le salon. Nous offrir un endroit aussi pour Fondran. Si vous voulez nous voir, venez nous voir. On est situé dans le pavillon BMO, juste avant d'arriver dans le pavillon Solio. On est là si vous voulez jaser, prendre une petite bière Fondran, disponible aussi au bar à côté. Ça va faire très plaisir de jaser avec vous autres. Fait que, merci encore vous deux. Puis on se dit sûrement une prochaine fois. Ben oui, parfait. Peut-être. Bonne fin de salon tout le monde.